Bonjour et bienvenue dans Tech ou Transformation en cours, une émission de News Assurance Pro en partenariat avec CGDIM Assurance. Nous allons parler de lutte contre la fraude, de self-care et de prévention. A tout de suite. Pour ce nouvel épisode de Tech, nous recevons Yannick Philippon, directeur des assurances collectives de Generali France. Bonjour. Bonjour. Et Catherine Abivin, présidente de CGDIM Assurance. Bonjour. Bonjour. Alors, une première question, Yannick, sur l'évolution des prestations santé en 2024. On a vu fin 2023 une forte dérive des prestations santé. Est-ce que la tendance se poursuit en 2024 ? On est quand même encore au début de l'année puisqu'on se fonde à peu près sur la vision des 4 premiers mois et malheureusement la tendance est toujours la même. C'est-à-dire qu'on ne sent pas une décélération des dépenses par rapport à ce qu'on a pu voir en 2023. Et l'autre sujet d'inquiétude, c'est vraiment le fait que ce soit sur tous les postes. Il n'y a pas de poste particulier, tous les postes évoluent de manière assez rapide. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est encore dans une logique de rattrapage par rapport à la période du Covid et l'impossibilité d'avoir un suivi médical correct, ou est-ce qu'on est vraiment dans une phase de changement de comportement de nos clients en termes de consommation santé ? Et vous avez une conclusion face à cette question ? Et on n'a pas de conclusion. Là, pour le moment, on est encore un peu circonspect et on s'attache à essayer de piloter notre risque autant que faire se peut, à travers évidemment un suivi extrêmement attentif de l'évolution des dépenses et puis évidemment des négociations tarifaires, de l'ajustement de garantie avec nos clients et tout ce qu'on peut faire en termes de pilotage du risque et par exemple tout ce qui tourne autour de la détection de la fraude. On travaille beaucoup dans ce cadre-là. Justement, CGDIM Assurance est aux premières loges des prestations santé en tant que gestionnaire pour compte. Alors, comment on peut aujourd'hui réussir une bonne stratégie de lutte contre la fraude en santé ? Alors, quand on est en santé, on peut surtout s'attacher à 3 sujets, je pense, c'est-à-dire traiter en même temps les flux qui passent en tiers payant et ceux qui sont hors tiers payant, parce qu'il n'est pas rare qu'une prise en charge, par exemple, qu'on aura refusée en tiers payant, eh bien, l'assuré contourne le système et finalement fait passer sa prestation hors tiers payant. Par exemple, quand on met en place un filtre tarifaire sur les verres de lunettes, et qu'on vérifie si le prix qui est pratiqué il est cohérent par rapport à des prix normalement pratiqués. Deuxième aspect, c'est qu'il est important en matière de fraude de faire le plus de détection possible a priori du paiement, parce que quand on cherche à récupérer un indu, eh bien, c'est chronophage, ça prend du temps, ça coûte de l'argent du coup, et puis surtout on ne récupère pas tout. Donc le plus on aura récupéré, on aura bloqué plutôt les paiements en amont, le plus ce sera efficace. Et puis, troisième aspect que j'évoquerai, c'est que on a tous développé des outils de détection de fraude, mais ce sont souvent des outils qui nous donnent des présomptions de fraude, parce qu'on est rarement sûr à 100% qu'il y a une fraude. Donc, ce qui me semble important, c'est d'avoir une équipe de gestionnaires dédiés à ça, qui deviennent experts du sujet fraude, et surtout qui sont dédiés à plein temps, parce que quand ce sont des gestionnaires classiques qui font ça dans leur moment creux, eh bien, le ROI sur tout ce qu'on déploie n'est pas souvent au rendez-vous quand les gens ne sont pas dédiés. Voilà, donc 3 éléments importants. Alors Yannick Philippon, la fraude aux prestations santé n'est pas exclusive de la branche santé. Est-ce que vous menez ce type d'action de lutte contre la fraude sur d'autres branches comme la prévoyance ? Alors on essaie déjà vraiment de finaliser la santé parce que c'est là où on pense qu'on aura le plus d'évitement de dépenses. Mais on travaille aussi simultanément, on commence à faire quelques recherches dans le domaine de la prévoyance, mais c'est plus compliqué parce que là, c'est vraiment, on va partir sur des problématiques de documents modifiés, de faux documents. Donc c'est notre capacité, la capacité de la technologie à reconnaître ces documents falsifiés, et c'est pas si évident, ou alors de repérer dans l'univers du net des informations qui pourraient venir en contradiction avec la situation d'arrêt de travail de nos assurés. On a des cas où effectivement on peut
trouver un assuré en arrêt de travail et dans le même temps, il est en train de créer une entreprise. Et donc évidemment, là, on est en situation de dévoiement de l'indemnisation qu'on doit à nos assurés. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, mais je dirais qu'on est moins avancé en prévoyance qu'en santé. Et donc, en santé, vous avez des bons résultats? En santé, il y a eu beaucoup de temps à consacrer au réglage. Là, régler tous les curseurs, c'est extrêmement compliqué. On est sur de l'intelligence artificielle. Il faut aller très vite puisqu'on est dans les contrôles a priori, c'est-à-dire avant le paiement de la dépense. Donc, on a passé beaucoup de temps à régler. Donc, nous, on travaille sur 2 expériences proprement dites en termes de santé. Une sur notre périmètre de gestion interne avec notre prestataire Almeris et l'autre sur un autre périmètre puisque nous avons beaucoup de gestion déléguée. Il fallait choisir un délégataire. On travaille avec un de nos principaux délégataires sur 2 approches différentes et 2 systèmes différents. Et donc, ça prend beaucoup de temps à finaliser parce qu'il faut d'abord travailler poste par poste et ensuite, il faut régler les curseurs. Et l'intelligence artificielle, elle apporte beaucoup de choses, mais ça demande beaucoup de précision et donc on passe beaucoup de temps à finaliser. Notre retour, c'est qu'on pense qu'à la fin de l'année 2024, sur le périmètre de la gestion interne, on sera en mesure d'appréhender un bon retour sur la qualité de l'évitement de dépenses. Et on pense qu'on peut se situer entre 1 à 3% de l'ensemble de nos dépenses sur ce périmètre-là à la fin de l'année 2024. Sur l'autre périmètre, on est moins avancé, donc on a encore à travailler sur les réglages et sur la collaboration avec notre partenaire. Merci. Pour revenir à la prévoyance, Catherine, est-ce que vous pensez que les outils actuels permettent de bien détecter et stopper la fraude sur les arrêts de travail? Alors on peut toujours s'améliorer, et c'est bien le principe de tout outil comme en santé de détection de fraude, il est toujours en amélioration continue. Sur la prévoyance, déjà avant de parler d'intelligence artificielle, on a aussi des contrôles de base, de gestion qui ne sont pas toujours implémentés dans tous les systèmes, de type vérifier que le salaire n'a pas démesurément augmenté avant un arrêt de travail, qu'on ne paye pas sur le même IBAN des prestations pour des personnes qui n'ont rien à voir, enfin des choses que je qualifierais plus de contrôle de gestion de base que sophistiquées. Et ça, ce n'est pas toujours le fait, donc c'est déjà important de commencer par ça. Et puis après, effectivement, l'intelligence artificielle, je suis complètement alignée avec les exemples de Yannick, nous permet, à travers notamment les réseaux sociaux, aussi en croisant les infos, de trouver que quelqu'un est devenu gérant d'une entreprise alors qu'il est en arrêt de travail dans une autre entreprise, ou des arrêts simultanés de gens qui se connaissent. Donc la notion de se connaître, on ne la trouve pas dans le système de gestion, mais bien à l'extérieur. Alors on peut être dans le cas d'une aide aux aidants, donc là évidemment il n'y a pas de sujet, mais il y a bien d'autres cas où les gens ils sont en arrêt en même temps, et pas spécialement parce qu'ils sont malades. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres moyens pour appréhender ce risque prévoyance? Alors, d'autres moyens, ça peut être tout ce qui tourne autour de l'expertise médicale, par exemple, et qui peut être utilisé. Alors nous, on a développé une plateforme pour industrialiser, digitaliser le sujet de l'expertise médicale, donc pour l'accélérer et être capable, du coup, à moindre coût d'en faire plus, de pouvoir en faire également en téléexpertise, c'est-à-dire en téléconsultation, et pas spécialement avec des rendez-vous de médecins sur site, ce qui permet d'en faire plus et effectivement de détecter au niveau des sinistres d'éventuelles fraudes ou abus. Et puis c'est un outil qui peut être aussi utilisé au moment de la souscription, mais là on est moins dans la fraude, on est plus sur l'adaptation du prix par exemple au risque réel, ou tout simplement de ne pas souscrire un contrat sur lequel l'assureur sait qu'il va perdre beaucoup d'argent. Sur cet aspect-là, il y a effectivement tout ce qu'on peut travailler dans le process médical et dans la relation avec l'assuré sur la base de téléexpertise. On pratique la téléexpertise et ça donne de bons résultats. Et puis il y a aussi, moi je crois beaucoup à tout ce qui touche à l'accompagnement de nos assurés en arrêt de travail et au retour vers l'emploi. L'accompagnement dans le retour vers l'emploi, ça c'est un élément qu'on teste maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans et qui donne vraiment de très bons résultats. Sûrement plus favorable et plus volumineux que ce qu'on peut faire en termes de fraude. Donc on investit beaucoup dans cette approche-là, qui est à la fois une approche positive pour l'assuré, mais aussi positive pour l'entreprise et pour l'assureur que nous sommes.
Un autre moyen d'agir sur le résultat technique des assureurs, c'est d'agir sur les frais. Où en êtes-vous aujourd'hui dans la dématérialisation de la gestion chez Generali France? On met beaucoup l'accent sur cet aspect-là, pas tant dans la maîtrise des frais, même s'il faut toujours maîtriser ses frais généraux, mais notamment dans la simplification qu'on veut apporter à ce process d'assurance collective qui est quand même assez complexe. C'est la première chose qui nous marque et certains de nos concurrents essaient de s'engager là-dedans pour essayer de simplifier et d'apporter un autre process. On reste quand même sur une matière compliquée avec des garanties dont l'expression est assez bizarre parce qu'elle est collée sur celle de la sécurité sociale. Et on a un process où finalement on est 3, voire 4. On a l'employeur, le salarié, le plus souvent un délégataire de gestion et l'assureur. Donc ça fait un process assez complexe et par définition, le schéma d'échange entre les uns et les autres est complexe. Donc on s'attache à le simplifier et la digitalisation est un élément important de simplification, que ce soit sur toute la phase de mise en gestion du contrat, avec la phase critique qui est l'affiliation des assurés, le rôle de l'entreprise, le rôle des salariés dans cette phase-là. Et là, on travaille avec des espaces clients qui permettent de simplifier l'approche. Et puis après, il y a tout ce qui est dématérialisation en termes d'encaissement des cotisations, tous les process de suivi des cotisations. Et puis après, dans la vie du contrat, c'est le self-care. Donc on essaie au maximum, via nos applications, de faciliter la tâche de nos assurés. Sur cette tendance de dématérialisation, Catherine, quelles sont les dernières tendances? On en entend parler depuis de nombreuses années, mais quelles sont les dernières tendances? Alors sur le self-care, notamment, pour rebondir, ce qu'on a récemment mis en œuvre, c'est notamment, Yannick disait que les garanties sont souvent compliquées pour, on va dire, les Français dans leur ensemble. Du coup, plutôt que de trouver sur leur espace client le PDF des garanties, la notice, etc., ce qu'on cherche à faire, c'est de permettre à l'assuré de simuler combien il va être payé. Il se dit, je vais aller à l'hôpital, est-ce que je peux prendre une chambre particulière, est-ce que je vais être remboursé, je vais changer mes lunettes, si j'achète telle et telle monture, tel et tel prix de verre, combien je vais être remboursé. Donc on permet sur l'espace assuré de venir saisir des informations qui vont permettre derrière de simuler un remboursement. Donc on va tenir compte, est-ce que la personne a des droits, quel est son niveau de couverture, mais aussi ses consommations antérieures. Donc s'il a déjà été hospitalisé par exemple, on va tenir compte des jours et on va lui répondre exactement, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sauf si il a aussi des remboursements en cours, bien sûr, qui n'ont pas encore été remboursés, de combien il va être remboursé. Donc ça, c'est un premier aspect avec l'objectif que les gens téléphonent moins pour savoir combien ils vont être remboursés avant de faire des prises en charge. Deuxième aspect, on essaie d'aller aussi un cran plus loin, notamment pour certains actes qui sont hors nomenclature Sécu, et pour pouvoir faire des demandes de remboursement sur les espaces, mais pas seulement en déposant un PDF, par exemple une facture ostéo. On demande aussi à déposer la facture, mais on demande à l'assuré de venir aussi saisir sa date de soins, le montant, et puis là aussi on simule, on envoie directement en fait le flux, comme si on recevait ce flux par Noémie ou par un échange digital, au système d'information, pour régler directement sans intervention humaine. Est-ce que ça marche? Est-ce que les assurés utilisent ces espaces? Il faut les pousser. Sur Generali, sur la partie gestion interne, on est en termes d'utilisation de l'app, on est à peu près entre 70 et 75% de taux d'utilisation. C'est le risque sur lequel c'est le plus utilisé. C'est normal parce qu'on a une fréquence extraordinairement importante en santé, mais c'est vraiment très utilisé. Alors pour certains types d'actes, ça l'est moins, mais on voit vraiment une courbe de croissance significative du taux d'utilisation. D'accord. On voit qu'il y a encore du travail à faire, mais que ça évolue depuis quelques années. Nous allons maintenant parler un peu de prévention. Vous avez lancé en 2017 un programme Vitality de prévention santé. Donc à l'aide d'une application et d'objets connectés, les salariés sont récompensés s'ils s'engagent dans une vie saine. Alors où en êtes-vous aujourd'hui sur ce programme ? Generali a lancé ça, comme vous le dites, en 2016-2017.
Aujourd'hui, on peut en tirer quand même quelques conclusions. Ça a été un démarrage difficile, il faut le reconnaître, parce que je pense qu'on avait sous-estimé une forme de méfiance des salariés par rapport à ce type de programme. Et les deux écueils auxquels on a été confrontés, c'est le fait que ce soit un programme qui passe par l'intermédiaire de l'employeur, puisqu'il fallait que l'employeur donne déjà son aval à l'entrée dans le programme, et puis un programme qui est sponsorisé par un assureur. Et ce qu'on a constaté, c'est que les assurés étaient quand même un peu embarrassés, même si on leur expliquait que toutes leurs craintes étaient levées par les process que nous avions choisis. Il y a quand même une forme de méfiance qui s'installait et qui disait « moi, je ne veux pas du tout que les données médicales que je vous fournis dans le cadre de ce programme puissent arriver chez mon employeur et encore moins chez mon assureur ». Donc il a fallu qu'on élabore un discours pour effectivement démontrer que toutes les sécurités étaient mises en œuvre pour éviter, pour atténuer leurs craintes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, à la différence de ce qu'on connaît dans le monde anglo-saxon, où on peut lier le niveau d'utilisation et d'engagement dans le programme à une éventuelle baisse de cotisation du contrat d'assurance auquel il est joint, ça n'est pas possible en France et encore moins en assurance collective. Donc par définition, l'absence de lien est quand même un élément préjudiciable. Et ensuite, aujourd'hui, la conclusion à laquelle on peut en tirer, on a à peu près 8000 entreprises qui sont entrées dans le programme. Sur ces 8000 entreprises, vous avez à peu près 50% de grandes entreprises, 50% de petites entreprises. Et quelles que soient les entreprises, on a à peu près le même profil. Il y a 10% des salariés qui font le choix d'entrer dans le programme. Aujourd'hui, on a à peu près 33 000 personnes qui sont dans le programme. Et le dernier élément intéressant à tirer de nos constats, c'est le fait qu'une fois qu'ils sont entrés dans le programme, il y a une deuxième déperdition, c'est-à-dire que le taux d'engagement dans le programme, c'est-à-dire le taux d'utilisation fréquente, la fréquence d'utilisation du programme, on est entre 10 et 20%. On a commencé à 10%, là maintenant on est à peu près à 20% et on plafonne à 20%. Donc on voit bien que ces programmes sont aussi ludiques soient-ils, il y a quand même une utilisation assez faible par les assurés français. Est-ce que vous allez le faire évoluer, ce programme ? On essaie de le faire évoluer au fur et à mesure, notamment sur toute la partie partenariat, puisque vous savez que ça fonctionne par incentive et on donne à nos clients qui utilisent le programme des bons d'achat et donc on le fait évoluer aussi en fonction avec nos partenaires. Et donc on a des très grands partenaires et il faut adapter tout au long du temps les meilleurs partenaires pour que le système soit vraiment attractif. Ok, très bien. Est-ce que vous pensez, Catherine Abivin, qu'il y a d'autres... on voit bien que les Français sont sensibles sur cette question de l'utilisation des données personnelles, des données de santé. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres façons d'avancer sur la prévention santé tout de même ? Alors, non seulement les Français sont sensibles, mais en plus c'est interdit, en tout cas, de dire à quelqu'un, de détecter par ses données de santé, par les données de prestations santé, qu'il a probablement telle ou telle pathologie. Et donc, ce qui coûte aussi très cher, c'est de faire de la prévention très large et donc de cibler que très peu de personnes. Donc, une des solutions possibles, il y a énormément aujourd'hui de bases de données disponibles. Alors, on en a chez nous, mais il y en a ne serait-ce qu'auprès de l'INSEE, auprès de l'INSERM, des bases qui donnent pour un territoire donné, une tranche d'âge, un genre, quelles sont les pathologies les plus fréquentes. Donc ça permet en fait de cibler, alors sur une entreprise par exemple qui va être située dans un territoire, de cibler de la prévention et de proposer à cette entreprise de la vaccination ou d'autres actes de prévention qui sont vraiment adaptés à la situation. On a aussi des données dans Santé publique France qui donnent les motifs de décès, les pathologies également, toujours par territoire, par genre, etc. On a aussi un observatoire des fragilités en France qui donne les taux de fréquentation des professionnels de santé, par exemple,
Et on peut voir que sur un département donné, c'est un cas réel, on va avoir les hommes entre 18 et 25 ans qui n'ont pas consulté un professionnel de santé depuis plus de 2 ans. Puis dans le département d'à côté, ça va être 45%. Ce 45%, il va être problématique parce qu'il va générer des pathologies derrière. Donc en fait, sans aller jusqu'à un ciblage individuel qu'on n'a pas le droit de faire, je pense qu'on peut quand même adapter en tout cas les actions de prévention à un territoire, à une entreprise qui est implantée sur ce territoire ou à une tranche d'âge pour mieux cibler et pas faire de la prévention qui n'arrive pas au bon moment à la bonne personne. Voilà, mais on n'a pas non plus de miracle. Alors, Generali France est un des financeurs de l'accélérateur Future for Care, aux côtés de Orange, Sanofi et Capgemini. Alors, est-ce que vous avez déniché des perles rares, des startups dans cet accélérateur dont les services, vous les avez intégrés dans votre offre? Oui, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et je dois dire que on se sent bien dans Future for Care parce que c'est vraiment un lieu qui nous permet de faire notre marché. Alors il faut faire attention parce que moi j'ai toujours l'impression d'être devant une vitrine de Noël avec plein de choses super intéressantes et on a envie de tout utiliser, de tout tester et ça c'est pas possible. On voit bien que un des enseignements qu'on tire de cette période de promotion de services et d'utilisation de services, c'est qu'il n'en faut pas trop. L'effet catalogue est nocif, les clients sont perdus et on voit bien qu'un service qui est en catalogue mais qui n'est pas utilisé, il n'a aucun intérêt. Et nous, ce qui nous intéresse à travers les services, c'est que notre client en tire vraiment une valeur et qu'il sente bien, qu'il appréhende bien cette valeur. Donc, il faut vraiment des services très, très précis et qui répondent à leur situation de vie, à leur moment de vie. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire à travers Future for Care, c'est de cibler soit des programmes pour des personnes porteurs de maladies, soit des programmes qui incitent à un meilleur suivi médical et un meilleur dépistage. Parce qu'on voit bien qu'une partie des problèmes qu'on a par rapport aux principales maladies dont souffrent les Français, c'est le fait que le dépistage soit extrêmement tardif. Et donc, si on peut aider nos clients à être mieux suivis, à se faire dépister plus rapidement, c'est effectivement la démarche qu'on s'attache à suivre à travers les services qu'on promeut. Quelles sont donc, du coup les startups que vous avez trouvées? Moi, je donnerai deux exemples principaux de services qu'on a été chercher chez Future for Care et qu'on teste. On va voir comment ça évolue. Il y en a un qui me tient à cœur qui s'appelle Remedy Labs, qui est un dispositif, qui est un bracelet qui, à partir des nerfs du poignet, envoie un stimulus au cerveau et génère des endorphines et donc un antidouleur. Et en fait, c'est un substitut aux médicaments antidouleurs dont certains de nos concitoyens peuvent au fur et à mesure tomber dans une forme d'addiction. Donc là, on est vraiment sur un phénomène totalement naturel qui leur permet de réduire leur niveau de douleur et en plus d'avoir un meilleur sommeil. Et là, on voit les résultats de manière tout à fait expressive. Vous avez notamment sur des maladies très précises du type endométriose, fibromyalgie, où il n'y a pas véritablement de processus curatif, eh bien, cette approche de Remedy Labs à travers le bracelet est vraiment une très bonne approche. Le second exemple que je pourrais donner, c'est un exemple qui tourne autour de la santé mentale et des problématiques autour de la santé mentale. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la prévoyance aujourd'hui et les nouveaux arrêts de travail, on a pratiquement plus de 50% des nouveaux arrêts de travail longs qui trouvent leur cause dans un problème de santé mentale. Et donc, dans l'escarcelle, dans la corbeille de Future for Care, on a trouvé une start-up qui s'appelle Avipsy et qui, à partir d'un ensemble de questionnaires en ligne et de l'analyse de ces données par le biais de l'intelligence artificielle, est capable d'optimiser le programme de suivi de la personne, tant auprès de psychologues que de psychiatres, mais aussi dans leur vie au quotidien, dans l'accompagnement qu'on peut leur prodiguer. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que plus tôt on suit une personne qui souffre de problèmes mentaux, plus les résultats sont favorables. Et donc on investit beaucoup dans ce cadre-là. Ce sont des services payants pour les assurés ? Ce sont des services qui, dans la grande majorité des cas, sont financés par le biais de ce qu'on appelle l'action sociale. On a créé des fonds d'action sociale, un qui est au niveau du haut degré de solidarité, c'est-à-dire qui est à 2% de cotisation, un qui est à 0,50%.
Et ces fonds nous permettent de financer la promotion des services auprès de nos entreprises clientes. Merci pour ces exemples. On va poursuivre avec une question sur l'Alliance Générale Ecclesia que vous avez lancée en 2020. Où en êtes-vous aujourd'hui sur cette alliance ? On l'a lancée au pire moment, puisqu'on l'a lancée au moment du Covid. Donc on était un peu inquiets à ce moment-là. Et malgré le Covid, on arrive à des résultats qui nous bluffent. Donc on est vraiment très content de cette alliance. C'est une alliance qui fait beaucoup de sens. On a mis au commun nos offres, nos savoir-faire, nos équipes, certains outils informatiques, et on arrive aujourd'hui, je crois que Ecclesia devait être le 11e ou le 12e dans le classement des assureurs en termes de prévoyance santé. Generali n'était pas très loin devant, et aujourd'hui, on a eu le classement en termes de prévoyance en ce qui concerne 2023, on est 3e. Et en santé, on sera 4e ou 5e. Donc on est aujourd'hui dans le top 5 des plus gros intervenants sur ce marché, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et ça a changé notre façon de travailler, notre vie et nos performances. On a aujourd'hui, au niveau de l'Alliance, un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,2 milliards. On fait à peu près 420 millions d'affaires nouvelles par an. Et donc, on est vraiment très content, pourvu que ça dure. Est-ce que vous pouvez nous préciser vos ambitions dans le cadre de la PC, de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique ? Nos ambitions par rapport à ce marché. Alors, il faut déjà, évidemment, c'est un marché d'assurance collective qui s'ouvre. Nous sommes un des principaux intervenants en matière d'assurance collective, donc on se dit que ça va nous intéresser et qu'il faut y aller. Ceci étant, il faut être prudent. Il y a 3 types de fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière. Chacune a ses avantages, ses inconvénients. Donc on va tester, on fait des tests. Nos collègues d'Ecclesia se sont présentés sur un appel d'offres qui est celui des personnels du ministère de la Défense. Ils font partie du consortium qui a gagné la couverture des personnels civils, et donc ça va être une première expérience. Et nous, on est en train de travailler à regarder comment on peut se positionner sur le marché de la fonction publique territoriale et sur la fonction publique hospitalière. Mais ces 2 fonctions publiques sont un peu en retard en termes de définition de couverture, de process de diffusion de cette couverture. Donc on va suivre ça très attentivement, mais évidemment, on a très envie d'y participer. Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission très riche. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve bientôt sur News Assurance Pro.